Cette semaine à Mag-Hebdo, nous allons compléter notre tour d'horizon des 5 principaux partis pour la prochaine élection avec notre invité, le blogueur indépendant Adam Mongrain. Adam, premièrement, re-bienvenue parmi nous. Merci d'être là encore une fois. Ça fait plaisir. La semaine dernière, on a fait un petit tour. On a commencé notre tour d'horizon des principaux partis pour la prochaine élection. On a vu la coalition Avenir Québec, Option nationale ainsi que Québec solidaire. Et cette semaine, on va se concentrer sur les deux piliers, les deux vieux partis, appelons-les, il y a plusieurs façons de les désigner, le Parti libéral du Québec ainsi que le Parti québécois. On va commencer tout de suite avec le Parti libéral du Québec. Et comme la semaine dernière, on va prendre ça sous un angle économique, puisque l'angle économique englobe un peu tous les autres angles. Alors, le Parti libéral, qu'est-ce que tu peux nous dire à leur sujet? Oui, bien, en préambule, il faut parler des deux grands partis, ceux qu'on a réservés pour aujourd'hui, en disant que c'est des partis qui ont la prétention d'avoir déjà tenu un gouvernement. Donc, en général, on pourrait assumer que leur promesse de gestion économique est un peu plus crédible. En même temps, même si on veut aborder l'angle économique, on ne peut pas complètement sortir la question nationale des plateformes de ces partis-là parce que c'est des partis qui cultivent des bases parmi leurs membres qui sont quand même très divisés, particulièrement sur la question nationale, peut-être plus que sur la question économique. Et on pensait que ça s'était peut-être résorbé parce que dans les dernières années, on a beaucoup moins entendu parler de référendum ou de séparation que dans les années, je parle d'il y a 15-20 ans, tout ça. Et pourtant, on l'a vu, dès que le sujet est revenu sur la table, tout le monde s'est enflammé. Oui. Ça a redéchaîné les passions. On n'était vraiment pas si loin que ça, en tout cas de mon interprétation. Oui, mais c'est une question qui divise encore beaucoup les électeurs. Puis il y a une partie importante des électeurs au Québec qui vont faire leurs décisions seulement en fonction de l'axe fédéraliste, souverainiste. Le vote fédéraliste, on le sait, appartient beaucoup au Parti libéral du Québec, qui, autrement, dans son angle économique, est un parti qui se tient plutôt au centre. Au moment où est-ce qu'il a pris le pouvoir après le Parti québécois, en 2007 pour la première fois, excusez-moi, j'ai un petit blanc sur les dates ici, mais il y avait quand même un message de Jean Charest qui se rapporte un peu à ce qu'on entend de François Legault aujourd'hui. Il fallait réduire la taille de l'État. Il a tenté plusieurs fois de faire des coupures budgétaires. On parlait d'un État social-démocrate un peu malade, un peu trop obèse. Donc, on parlait de couper beaucoup dans les services puis dans la bureaucratie. C'est encore un message qui fait partie de la plateforme économique du Parti libéral du Québec. Et à l'époque, ça avait fonctionné en 2008, puisque c'est la première fois que le gouvernement avait été élu, donc de façon majoritaire, je crois. Oui, c'est ça, majoritaire. En fait, le dernier slogan gagnant, le fameux. L'économie d'abord, oui. Donc, c'est un parti qui cultive certainement ses votes fédéralistes, mais qui a toujours eu la prétention d'être un parti qui mettait l'économie d'avant. Dans les engagements qu'ils prennent en ce moment en campagne, ils ont un chiffre très ambitieux de créer 250 000 emplois durant leur prochain mandat, ce qui, en 5 ans, en fait, pour être plus exact. Donc, on parle de 50 000 emplois par année. Il se donne comme mandat de faire des compressions de 1,3 milliard par année. Puis une grande révision, si on veut, tout l'appareil gouvernemental. Donc, on parle d'optimisation, ce grand principe qui est cher aux politiciens. Et ça a été beaucoup amené de l'avant par la CAQ, dont on a parlé la semaine dernière. Tout ce processus-là d'optimiser l'État, de couper dans la gestion, c'est un sujet qui a été beaucoup amené par la CAQ. Et comme on l'a dit un peu aussi la semaine dernière, les deux grands partis ont tendance à aller piger allègrement dans ce que peut suggérer la CAQ. Et on en a un exemple, je pense, à ce moment-là pour le Parti libéral. On peut se l'avouer, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois sont des partis de pouvoir qui sont plus des institutions de gestion d'une société plus qu'un courant idéaliste ou idéologue, comme par exemple, on pourrait dire des jeunes partis, Option nationale, Québec solidaire, qui cherchent à avoir un mandat clair pour faire des changements plus ou moins radicaux dans la société québécoise. On est beaucoup plus au centre par nécessité pour essayer de garder ses votes quand on parle du Parti libéral du Québec puis du Parti québécois. Donc, pour poursuivre avec la plateforme du PLQ, si on veut, on a l'intention de générer des surplus budgétaires dès l'année 2015-2016. Donc, ça arrive très rapidement. Ça dépend d'un succès de leur plan au niveau des compressions, puis au niveau de la création d'emplois. On s'entend,
c'est pas toutes les compressions qui réussissent à passer, même dans un gouvernement. On se souvient, par exemple, de la grève étudiante, qui était pourtant amorcée par un gouvernement majoritaire de Jean Charest. Donc, en théorie, c'était quelque chose qu'il avait amplement le droit de faire, mais ça n'a pas été accepté par la population. Donc, peut-être que les compressions qui sont envisagées par le Parti libéral en ce moment ne passeraient pas. Puis, au niveau de la création d'emplois, 50 000 emplois par année, c'est optimiste. C'est optimiste. C'est pas impossible, mais ça dépend d'un scénario idéal au niveau de la situation globale économique. Au niveau de la participation des Québécois dans le marché du travail, il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui restent sur le marché du travail, il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui se joignent au marché du travail. Donc, c'est certain que le Parti libéral assoit son projet de renouveau économique sur des grands projets comme la revitalisation de la vallée du Saint-Laurent, qui est un peu calqué sur le projet de la coalition, mais également avec le renouveau du plan Nord, aller chercher les ressources naturelles du Québec. Puis, parce que ça, on ne l'a pas abandonné, le plan Nord qui était à l'origine le projet de Jean Charest, qui a été un peu obscurci par la grève étudiante, on peut le dire, ça a été un peu tassé, on n'en a pas finalement entendu parler autant. Et là, Philippe Couillard décide de ramener ça de l'avant avec une version un peu modifiée, mais somme toute assez semblable de ce que proposait Jean Charest à l'époque. Oui, puis comme on a discuté la semaine passée, au niveau de la stratégie maritime, on se rapproche de l'axe de la coalition où est-ce qu'on cherche à créer de l'emploi, on cherche à aller chercher des revenus avec des nouveaux travailleurs, tandis que dans le plan Nord, ce n'est pas un plan qui va créer une tonne d'emplois permanents. Quelques-uns, mais on parle surtout de redevance minière, puis d'exploitation des ressources naturelles pour en tirer un profit, puis ensuite engranger des revenus supplémentaires dans le but d'avoir l'équilibre budgétaire tant souhaité chez le Parti libéral québécois. C'est engagé aussi à réinvestir ces surplus-là dès l'année 2015. 50 dans des réductions d'impôts et 50 dans des réductions de la dette, donc mis au service de la dette. Donc, c'est à peu près la position qu'on a aujourd'hui en 2014 pour le Parti libéral. Encore une tangente économique forte. Comme je dis, c'est un parti qui se positionne comme un parti d'économistes. Ils ont plusieurs candidats qui sont des économistes de renom. Donc, ils sont relativement crédibles dans leur prise de position parce que c'est très centriste. Les calculs fonctionnent si on additionne ça sur une feuille. C'est juste au niveau des engagements, on pourrait en bonne foi se poser des questions sur l'optimisme des projections du Parti libéral. Le réalisme dans ces propositions-là, la faisabilité concrète de ce dont on propose. C'est pas absurde, c'est pas complètement tiré par les cheveux, mais arriver à tout ça, ça reste un peu... faudra voir. C'est optimiste. Puis il y a toujours la promesse qui est répétée par pratiquement tous les politiciens qui proposent des coupes que les compressions ne mèneront pas à moins de services ou une détérioration dans la qualité des services. Mais encore là, on peut se poser des questions. 1,3 milliard de dollars par année, c'est quand même énorme. C'est de l'argent qui est investi en ce moment, probablement pas dans des comptes en Suisse, c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie québécoise. Si on retire cet argent-là de l'économie à cause qu'on la compresse, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que les services restent égaux? Est-ce que les gens qui vont perdre cet argent-là, ces subventions-là, cet emploi-là, vont être capables de se rendre utiles avec un emploi dans le privé? C'est des considérations. C'est ça. Souvent, on entend parler de ça. La CAQ le fait également, là, étant donné qu'ils ont le même processus de vouloir couper. Mais on tape toujours sur le clou en suivant, comme tu dis, il n'y aura pas de coupure de poste, il n'y aura pas moins d'emplois, mais on se fait rarement expliquer comment ça peut se faire, comment c'est pensable que ça peut être... Oui, bien, en bonne foi, ce qu'ils disent, c'est qu'on va dégager des sommes qui, en ce moment, sont perdues parce que ça coûte trop cher. Par exemple, on va éliminer un poste qu'on paie 100 000, puis on va donner ça à 2 personnes qui seraient dans la première ligne de service. Donc, par exemple, on va enlever un fonctionnaire du milieu de la santé, on va payer 2 infirmières. Donc, en somme, ça revient. Ce qui marche sur papier. C'est certain qu'ensuite, il faut trouver toutes ces infirmières-là qu'on a l'intention d'engager. Puis, il y a toujours le risque de se poser la question si quelqu'un réussit à se faire engager à un salaire prestigieux ou même un salaire moyen, peut-être qu'il y a réellement un emploi, peut-être que le gouvernement est compliqué au point qu'on a besoin d'avoir ces gens-là dans le système pour tout gérer, parce que on s'entend, vous avez juste à faire des rapports d'impôts. Le gouvernement est une machine très, très compliquée qui demande énormément de travail. Et c'est difficile de penser que, supposons, pour ce qui est que l'école, supposons, puisse faire affaire directement avec le gouvernement, c'est difficile de penser qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire ou quoi que ce soit
Oui, pour pouvoir avancer là-dedans. oui, certainement. Aussi, un autre avantage que le PLQ peut avoir par rapport aux autres partis, comme on a effleuré un peu tantôt, le fait que ce soit le Parti fédéraliste, à peu près le seul parti fédéraliste dans ce dont on nous propose, puisque Québec solidaire, Option nationale, le Parti québécois et à la limite, la CAQ l'est peut-être un peu moins, mais a des bases souverainistes. J'ai souvent entendu, moi, des gens dire « je vote pour le Parti libéral parce que c'est la seule option fédéraliste, parce qu'il n'y a pas d'option fédéraliste à gauche, ou presque. » Non, non, il n'y en a pas. Il y a eu quelques rumeurs il y a quelques années d'une aile provinciale du NPD au Québec qui serait certainement capable de récupérer certains votes du PLQ. Ça ne s'est pas concrétisé. Je ne sais pas si c'est dans le calcul électoral. Parce que ça se parlait déjà en 2008 et moi, j'avais l'impression à ce moment-là, j'en entendais suffisamment parler pour penser qu'en 2012, on l'aurait déjà vu apparaître. Et quand je ne l'ai pas vu en 2012, je me disais, la prochaine fois. Mais on n'a pas eu de développement de ce côté-là non plus. Non, mais je pense que ça se passe au niveau du calcul électoral pour le NPD qui cherche avant tout à avoir une majorité au Canada avant le Québec. Donc, pas de dispersion d'efforts. À ce niveau-là. Puis aussi, à propos du vote progressiste qui en ce moment est divisé peut-être dans deux grands camps, soit le Parti québécois et le Québec solidaire, il y a certainement des progressistes fédéralistes aussi qui se voient contraints de voter pour le Parti libéral. Mais en ce moment, c'est déjà un vote qui est très chèrement disputé parmi les partis. Le Québec a une grande tradition social-démocrate. Il y a beaucoup de gens qui sont très attachés, très près des programmes sociaux qui nous sont garantis par l'État. Personnellement, moi, si on me posait la question, est-ce que ça vaut la peine de lancer un troisième parti ou un quatrième parti progressiste au Québec et s'arracher ces votes-là, j'y serais plus ou moins chaud. C'est probablement les candidats qu'on présenterait aux élections provinciales, au NPD, feraient peut-être du meilleur travail au NPD fédéral. Donc, si j'avais expliqué pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore vu de NPD au Québec, je dirais que c'est dans cette direction-là. C'est tout original comme interprétation de la chose, mais... Mais effectivement, tu me fais penser que j'ai déjà discuté avec des gens qui travaillent pour le NPD, puis c'était probablement eux qui étaient le moins chauds à l'idée. Je pense que les électeurs avaient plus ce besoin-là que le NPD en tant que tel de créer un parti Union québécois. Je pense que ce besoin-là venait peut-être plus de la population. Et là, à ce moment-là, ils ont peut-être décidé de ne pas procéder avec ça. Et depuis le début de la campagne, le PQ a donc déclenché les élections en étant en position de force, en position même selon les sondages majoritaires. Oui. Et là, en seulement 2 semaines, 2-3 semaines, tout ça a complètement basculé. Et là, il y a un sondage qui est sorti ce matin au moment où on se parle, qui place, un sondage de Dégazette, qui place encore le PLQ à 41 %. Et là, le PQ qui serait descendu jusqu'à 29 %, tout juste devant la CAQ qui a repris des points. Pratiquement tous les votes du sondage, on peut constater qu'ils sont passés de la CAQ, du PQ directement à la CAQ. Là-dedans, le PLQ, on l'a senti un peu taper sur le clou de la souveraineté, évidemment. On les a sentis très habiles à profiter des erreurs du PQ, en fait, plus en réaction, puisque le PQ est en contrôle de l'agenda des élections. Oui, mais en fait, ils ont un petit peu le beau jeu, puis c'est peut-être pourquoi est-ce qu'ils s'assument le Parti naturel du Québec, parce que le Parti libéral québécois n'a pas besoin d'aller chercher des nouveaux électeurs. De façon générale, ils ont une base très fidèle, un vote un peu acquis. Certainement, il y a des gens qui vont passer du Parti libéral au Parti québécois, du Parti libéral à la coalition Avenir Québec, mais de façon générale, les électeurs du Parti libéral sont plus fidèles que les électeurs du Parti québécois ou de la coalition. Donc, c'est certain que c'est facile pour eux de capitaliser sur les erreurs des autres. Parce que tant qu'ils gardent une note de passage, tant qu'il n'y a pas d'écart absolument scandaleux, il y a eu, par exemple, quelque chose qui aurait peut-être pu nuire à la campagne libérale, c'était les épargnes dans les paradis fiscaux du chef Philippe Couillard. Ils ont esquivé la question. C'était pas le drame que la corruption dans la construction a été en 2012. On s'entend, Philippe Couillard, c'est comme ça avait été rapporté par un autre journaliste, un politicien très cartésien qui est capable d'expliquer ses décisions de façon complètement rationnelle. Essentiellement, il n'a pas fait quelque chose d'illégal en sortant cet argent-là. Il n'était pas au Canada, des choses comme ça. Mais comme il n'y a pas de scandale en ce moment qui entache le Parti libéral, qui a eu la grande chance de ne pas gouverner, parce qu'on s'entend, c'est beaucoup plus facile d'être scandaleux quand on est au pouvoir, ils ont juste besoin de se maintenir la tête hors de l'eau, puis laisser les autres partis s'entre-dévorer. Les autres partis, sachant que la base du Parti libéral est
de toute façon très fidèles, ont plus tendance à aller chercher les votes les uns des autres. Donc, le Parti québécois doit... J'ai une impression, c'est peut-être juste une impression très personnelle, mais que peut-être que la base électorale du Parti libéral est plus pragmatique et garde plus la tête froide. Peut-être que quand je parle avec des gens de Québec solidaire, quand je parle avec des gens du PQ, c'est des gens qui ont tendance à s'enflammer plus rapidement. Donc, j'imagine que la réaction peut être inverse aussi. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on a peut-être tendance à claquer la porte un peu plus rapidement. C'est peut-être juste une interprétation. Peut-être. Je ne serais pas... à l'aise d'avaliser complètement ça. Je pense, j'ai parlé à des militants libéraux qui étaient très, très chauds, très indignés. Oui, évidemment. Mais en général, ils se tiennent un peu plus serrés, puis c'est une opposition féroce, mais qui se dirige plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. C'est que le Parti québécois doit, s'il compte être élu, aller chercher des votes à la coalition et à Québec solidaire. Parce que, raisonnablement, il ne peut pas aller les chercher chez le Parti libéral. Ce n'est pas les mêmes électeurs. Il y a comme quelques pourcents qui vont changer de l'un à l'autre, mais le Parti québécois doit cultiver une image de rassemblement parmi tous les Québécois, surtout les francophones. Donc, il doit parler avec la culture entrepreneuriale de la coalition, puis il doit parler de l'autre côté de son grand plan social-démocrate pour encourager les électeurs de Québec solidaire à se joindre à son projet. De ce côté-là, dans le contexte électoral actuel, c'est tout à fait raisonnable pour le Parti libéral de dire « Nous allons créer 50 000 emplois par année, nous sommes le parti de l'économie, faites-nous confiance. Il suffit d'éviter les grandes embûches. » Eh bien, merci beaucoup. On va prendre une petite pause pour revenir. Et là, on a commencé à aller un peu sur ce terrain-là et on va poursuivre avec l'analyse du Parti québécois avec Adam Mongrain. On est de retour avec le blogueur indépendant Adam Mongrain pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler maintenant du Parti québécois, le parti qui est au pouvoir, le parti qui a déclenché les élections, qui vise la majorité. Malheureusement, par contre, depuis le début de la campagne, ça ne se passe pas tout à fait comme le parti l'espérait. Oui. Alors, on va commencer, comme toujours, à parler du volet économique du Parti québécois, parce que je pense que c'est un enjeu qui rejoint à peu près tous les électeurs. En tout cas, quand on parle aux électeurs, 94 % des gens disent l'économie d'abord. Combien ça coûte? C'est ça. On va parler d'économie dans la plateforme du Parti québécois. La plateforme du Parti québécois, on a un petit peu parlé avant la pause, a la particularité qu'elle doit rassembler autant de votes de gens qui tendent vers la gauche économique que la droite économique. Et par conséquent, quand on prend le temps de s'attarder à la plateforme et la lire, il y a de tout pour tout le monde. Tout va bien. C'est incroyable à quel point est-ce que si tu es pour l'exploitation du pétrole, tu es content. Si tu es contre l'exploitation du pétrole, tu es content. Si tu veux plus de compression, tu es content. Si tu veux plus d'investissement, tu es content. Donc, ratisse très large. Prennent le temps de chiffrer quelques objectifs. Ils visent toujours le déficit zéro. C'est un objectif avoué. C'était supposé être atteint dès cette année. Dès cette année. Ça a été reporté par le ministre des Finances, Nicolas Marceau. Puis, elle se donne comme objectif chiffré dans la plateforme. Puis ensuite, il y a d'autres chiffres qui sont sortis ailleurs, mais dans la plateforme, c'est de créer 115 000 emplois en 3 ans. Donc, des objectifs un petit peu moins ambitieux que du côté du Parti libéral du Québec. On parle plus de 40 000 que 50 000 emplois par année. Donc, Environ. Il y a une progression naturelle de l'emploi, si on regarde les 30 dernières années au Québec, qui rendent ces chiffres-là envisageables. Parce que peu importe le gouvernement qui est au pouvoir, l'emploi progresse généralement vers le haut à travers tous les gouvernements. Ça dépend, entre autres, de courants démographiques. Il y a eu un grand saut des femmes québécoises vers le travail, donc on pouvait s'attendre à rajouter constamment beaucoup d'emplois avec cette nouvelle main-d'œuvre qui arrivait sur le marché. Maintenant, comme je disais, on a un peu parlé tantôt, le Québec n'est pas indépendant de la situation globale, ni de la situation canadienne. Le Québec, en général, va beaucoup mieux quand son dollar, le dollar canadien, vaut moins d'argent par rapport au dollar américain. Puisque les investissements sont plus intéressants à les faire ici pour les Américains quand leur dollar vaut 15-20 sous de exact. plus. Et de façon générale, nous, on a beaucoup plus de facilité à exporter. On avait un bon secteur manufacturier, peut-être pas autant qu'en Ontario, mais on avait quand même un bon marché pour les exportations vers les États-Unis jusqu'au début des années 2000. Ça s'est perdu dans les dernières années. Mais par contre, c'est moins intéressant pour l'acheteur canadien. Oui, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour l'économie québécoise parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment d'incitatif économique à consommer québécois.
québécois. On peut le faire parce qu'on aime manger les aliments du Québec, qui sont très bons. D'ailleurs, le Parti québécois a une politique de souveraineté alimentaire. Donc, comme je dis, il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a vraiment des choses qui vont parler à tout le monde dans leur programme. Mais c'est ça, il n'y a pas d'incitatif économique de consommer québécois parce que les prix ailleurs sont en général plus abordables. Et on sait que les prix aux États-Unis sont plus bas. Si notre dollar est fort, on va les consommer aux États-Unis. Tandis que si on avait un dollar faible, bien, on aurait plus de raisons de chercher les produits québécois qui seraient dénominés dans notre propre monnaie, donc qui seraient plus intéressants à la consommation. Autre grand point dans la plateforme du Parti québécois, c'est les compressions, l'optimisation. Ça revient parmi 3 grands partis. Les 3 partis qui ont le plus d'intention de vote en ce moment au Québec, soit la Coalition, le Parti libéral, le Parti québécois, tiennent tous un discours d'optimisation. Donc, on dirait qu'on fait front commun, soit parmi les électeurs pour communiquer ça à notre gouvernement, soit parmi les partis pour imposer ça à la population, que l'État est trop lourd, que l'État est trop obèse, puis qu'il y a beaucoup de pertes. Donc, pour les électeurs pour qui c'est un enjeu, vous êtes bien servis. À peu près, peu importe pour qui vous votez, il va toujours avoir une promesse d'optimisation. Souvent, c'est une promesse qui se résume aussi à dire vous allez avoir plus d'argent et rien ne va changer. Je pense que les gens, souvent, c'est ce qu'ils veulent entendre. Les gens, on le voit, sont beaucoup réfractaires au changement. Quand on propose des grands changements, ça peut être épeurant. Mais tout le monde veut avoir un petit peu plus d'argent dans ses poches. Et souvent, ce qu'on va proposer, c'est une alternative qui vous dit vous allez avoir plus d'argent et vous ne vous rendrez compte de rien. Rien ne va changer dans vos vies quotidiennes. C'est peut-être... est-ce que ça peut être un peu de la pensée magique de penser ça? Oui, non. Bien, en fait, je vais vraiment être intègre à propos de ma réponse ici. Essentiellement, si on paye moins, c'est certain que la qualité des services détériore. C'est pas, on ne peut pas prendre quelqu'un qui fait 70 000 par année et lui dire maintenant tu vas faire 20 000 par année, puis s'attendre à ce que le travail soit fait de la même façon. Pas plus qu'on peut couper des agences gouvernementales et s'attendre que le travail apparaisse du néant. Par contre, c'est entièrement possible pour des électeurs de voir leur revenu augmenter parce que les impôts sont réduits, les taxes sont réduites, sans avoir d'effet important sur leur propre vie. Par exemple, le gouvernement du Canada, le gouvernement conservateur, qui avait promis de réduire la taxe à la consommation, quelques points, l'a fait. Essentiellement, on s'est ramassé avec plus d'argent dans nos poches. Puis, pour la majorité des électeurs, les finances gouvernementales à Ottawa n'ont pas eu d'impact très tangible dans leur vie. Donc, ce n'est pas un message qui est sans portée de dire « on va couper, vous allez avoir plus d'argent et vous ne verrez pas de différence dans les services ». C'est vrai que c'est possible, mais encore là, il faut se poser la question à quel prix. On est dans le cadre de l'élection au Québec, donc je ne veux pas m'écarter en parlant du gouvernement au Canada, mais c'est certain que la qualité des services puis la qualité de la gouvernance qui est faite par un gouvernement qui a moins de revenus est moindre par rapport à un gouvernement qui a plus de revenus. Certain que là, on va dire, on va arrêter d'aller chercher, comme par exemple Québec solidaire le fait, on dit on va arrêter d'aller chercher l'argent dans les poches des pauvres, dans la poche de la classe moyenne, puis on va aller chercher ça sur une meilleure économie ou avec les mieux nantis. Donc, toutes les partis en ce moment, sachant que leurs électeurs font partie de la classe moyenne de façon générale, vont dire on va réduire le fardeau fiscal de la classe moyenne. C'est viable économiquement, on s'entend, si la classe moyenne a plus d'argent, elle va consommer plus et par conséquent, l'économie va aller mieux. Mais c'est aussi viable électoralement de dire vous n'êtes pas la cible ici, on va arrêter d'aller chercher de l'argent dans vos poches, on va la prendre ailleurs. Mais pour ce qui est du Parti québécois, on sait que dans la dernière année, on a parlé beaucoup d'austérité, ce qui vient un peu en contradiction avec cette idée-là d'avoir de meilleurs services, d'avoir plus d'argent. Oui, certain. Le modèle québécois est quand même un modèle qui redistribue quand même beaucoup de richesses. Nicolas Marceau, qui était ministre des Finances, a lui-même pris position en disant que quand on faisait un budget, quand on gérait un gouvernement, on avait le choix entre efficace ou égalitaire. On ne pouvait pas tout avoir. C'est un point très chaud parmi les économistes en ce moment au niveau mondial, parce que l'austérité, c'est de plus en plus évident, par exemple, à faire des ravages en Europe. C'est peut-être la plus grande expérience économique qui a jamais été faite. On a essayé quelque chose. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Grèce. On a vu les résultats. Il y a des gens très brillants qui se penchent sur la question. Qu'est-ce que ça fait quand on choisit l'efficacité par rapport à l'équité ou à des programmes qui sont plus généreux? Ce qui se dégage, et ce n'est pas un consensus, donc les économistes disent des choses différentes. Okay. C'est comme on a parlé à la dernière émission, les économistes, c'est possible d'en trouver qui disent à peu près n'importe quoi, mais c'est très chaudement disputé
dans la sphère des économistes, l'académie un peu, si est-ce que c'est vrai qu'on a à choisir? Parce qu'il y a des études qui sont entre autres commanditées par le Fonds monétaire international qui commencent à se poser la question, est-ce que les sociétés qui choisissent d'être égalitaires ne sont pas également efficaces? Puis, on voit certaines courbes qui disent que oui, on peut choisir de redistribuer, on peut choisir de taxer les riches, on peut choisir de taxer la consommation, puis les héritages, et quand même favoriser une croissance. Le pari qui a été pris par le Parti québécois, c'est que ce n'était pas nécessairement possible de faire les deux. Donc, on bénéficierait manifestement tous d'une meilleure économie au Québec. Le gouvernement péquiste a choisi la croissance. C'est muni de politiques qui n'étaient pas orthodoxes, mais il était quand même en ligne avec le courant dominant en économie, avec le pari que c'était la chose dont on avait besoin pour stimuler l'économie afin d'engranger des revenus pour payer nos programmes. La raison pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint le déficit zéro, on l'a dit, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Là, c'est certain que c'est galvaudé de dire si on n'avait pas eu l'austérité, on aurait eu plus de revenus. C'est pas certain, on est dans le monde du possible. Par contre, à garder en tête que c'est peut-être un faux dilemme de penser qu'il faut absolument choisir entre des politiques efficaces et des politiques égalitaires et qui favorisent les moins bien nantis dans une société. Mais le PQ, dans son orientation, en général, a choisi de favoriser l'économie un peu à la Parti libéral. Mais ça peut être un peu étonnant si on voit justement avec ce qui s'est passé en Europe avec les politiques d'austérité. Et ici, on voit ce qui s'est passé en 2012 ici. Les gens ont encore ou ont eu un regain d'énergie pour sortir, pour manifester, tout ça. C'est pas un peu étonnant après ça d'enclencher une politique d'austérité? C'était pas un peu dangereux de la part du PQ? Dangereux, on s'entend, il y a peu de gens qui vont venir contredire un économiste. D'ailleurs, Nicolas Marceau est le premier économiste qui prend la fonction de ministre des Finances depuis très longtemps. Généralement, les cadres financiers sont des documents compliqués. Puis, on s'entend, si on est capable de trouver deux personnes qui ont des doctorats en économie puis qui ne sont pas capables de s'entendre, eux, sur l'effet, par exemple, couper dans la fonction publique, l'électeur moyen va faire confiance, je pense comme il devrait, à un gouvernement des finances qui, de toute façon, son emploi dépend de la santé économique de la province. Donc, le pari qui a été fait par le Parti québécois, c'est que les politiques qui mettaient de l'avant allaient mener à de la croissance. Puis, c'est certain que c'était dangereux parmi la base progressiste, la base un petit peu anti-austérité. C'est encore en train de s'organiser maintenant. Il y a des gens qui ont des profondes réserves envers l'austérité. C'était certain qu'on allait courir la chance de perdre l'appui à ce segment de la population. Mais en même temps, on se disait, puisque c'est des pensées qui ne sont pas vraiment écartées de la pensée économique dominante, c'est probablement des bonnes idées. Donc, on a fait le pari que même si on faisait des choses qui allaient déplaire à certaines personnes, les retombées économiques allaient être suffisantes pour démontrer qu'on a fait le bon choix. En ce moment, on est confronté à la réalité qu'on n'a pas atteint le déficit zéro, qu'on n'a pas fait autant de revenus qu'on avait pensé faire avec les politiques qui ont été choisies à ce moment-là. Mais si c'était dangereux, je pense que les gouvernements gouvernent quand même de bonne foi. Puis, même un gouvernement qui souhaite être réélu dépend de son succès économique. Donc, la stratégie pour un gouvernement péquiste ou libéral, c'est certain, c'est toujours de mettre en application leurs meilleures idées. Ensuite, on peut se demander si ça, c'est leurs meilleures idées, est-ce que c'est le gouvernement qu'on veut? Mais, comme je dis, le Québec ne peut pas vraiment se soustraire à la situation mondiale, à la présence du dollar canadien, aux exportations de sable bitumineux. C'est compliqué. Il faut regarder comme il faut les engagements économiques de chaque parti puis se poser la question, moi, en tant qu'électeur, qu'est-ce que j'endosse le plus comme approche? Puis pour ça, bien, c'est certain que s'éduquer, ça ne fait pas de mal, mais en général, je pense que les électeurs sont capables, juste avec quelques secondes de réflexion, d'arriver à identifier leurs valeurs économiques puis qu'est-ce qui est important pour eux. Bien, je te remercie énormément, Adam, d'avoir été avec nous pour ces deux émissions. Je pense que ça a fait un bon résumé de tout ce qui s'est passé et tout ce qui reste à se passer pour la dernière semaine de campagne, en espérant que les gens à la maison, ça a pu les aider à faire un choix plus éclairé. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Ça fait plaisir.